Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce jeudi matin. Merci à vous qui nous écoutez à Cancan sur 99.9. Merci de nous rejoindre. 8 prétendants pour un fauteuil. Ça y est, c'est officiel. Ils seront 8 à solliciter donc le suffrage de leurs compatriotes le 11 octobre prochain à l'élection présidentielle en Guinée. La Cour constitutionnelle a en effet validé tous les 8 dossiers reçus à son greffe face au sortant Alpha Condé. S'aligneront donc 3 anciens premiers ministres, un ministre d'État en fonction, un ministre, un jeune opposant et une femme, c'est bien cela. Allez, on s'intéresse là-dessus ce matin. Toutes les conditions sont-elles à date réunies pour un scrutin transparent et équitable, entre autres des questions posées ce matin. Je vous le disais hier, il est avec nous dans ce studio, Monsieur Lansana Kouyaté. Il est notre invité ce matin. Bienvenue encore une fois. Babacar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Djibril, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, on va dire bonjour à notre invité, Monsieur Lansana Kouyaté. Bienvenue, bonjour. Voilà. Son micro n'est pas activé. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est bon. C'est pas activé. Bon, on va changer de micro pour lui. lui. C'est bon. Ouais, c'est bon là. Ouais. C'est bon là. Voilà, c'est bon. Ça aussi c'est bon. C'est pas bon. Oui, c'est bon. Monsieur Kouyaté, le plaisir de vous accueillir dans ce studio. Nous sommes à 37 jours d'un scrutin majeur en République de Guinée, une présidentielle à laquelle vous allez participer. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt hier. Tous les 8 dossiers reçus à son greffe ont été validés. Alors, on voudrait savoir pour commencer quel est votre état d'esprit à quelques jours de cette élection présidentielle. C'est un état d'esprit tourné vers un devoir civique d'abord. C'est un enjeu majeur, comme vous l'avez dit. Donc, j'ai la joie d'être désigné par mes militants, réunis en convention nationale pour porter leur étendard à ces élections. Ouais. Vous savez bien que c'est heureux pour moi, c'est même flatteur, je dirais, parce qu'en l'espace de 5 ans, c'est la 3e fois consécutive, les présidentielles de 2010, les législatives dont j'ai conduit la liste et les présidentielles de 2015. Ouais. Donc ce sentiment, enfin cette confiance renouvelée me donne du baume au cœur, bien sûr. Ouais. Mais j'aborde aussi cette échéance avec des appréhensions certaines, à cause de tout ce qu'il y a comme mal-préparation et comme non-préparation d'ailleurs, je dirais, et comme volonté franche de ne pas faire le travail qu'il faut faire pour baliser le chemin vers des élections apaisées. En clair, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux dire exactement que d'abord, dans le domaine électoral, sans tenir compte de l'accord, dans le domaine électoral, vous avez dit tout de suite, on est à 38 jours exactement. Ouais. La liste électorale définitive n'est jusqu'ici pas publiée. Et rappelez-vous qu'en 2013, la liste définitive n'a jamais été publiée. On a affiché la liste provisoire. Les gens ont constaté beaucoup de doublons, beaucoup de mineurs, des décédés, de ceci, cela. Alors, ces observations sont remontées jusqu'à la CENI, mais il n'y a pas eu d'affichage après pour qu'on se rende compte si ça a été corrigé. Quand les partis d'opposition ont posé la question, à l'époque, on leur envoyait des CD pour dire que le temps est court et qu'ils n'ont qu'à voir les... C'est une affaire qui concerne le citoyen qui vote, qui doit venir sur un pan de mur ou à quelque endroit que ce soit, retrouver son nom et savoir que ce n'est pas écorché et que c'est bien lui. Cela n'est pas fait. Et jusqu'ici, encore, ce n'est pas fait. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. On nous reporte, nos fédérations nous reportent des cas de bureaux fictifs qui ont été créés déjà. Dixine, tout près de nous ici, il y a 35 bureaux qui n'existent pas sur les documents de la CENI, officiels de la CENI. Les enfants mineurs qui ont été, même parfois dans nos familles, parce que les enfants sont à l'école, et les enseignants, surtout en Haute-Guinée, je ne dis pas qu'ailleurs ça n'a pas été le cas, mais moi j'ai un cousin qui est membre de mon parti, ses enfants
11 ans, 13 ans, 14 ans ont des cartes d'électeurs. À vous écouter ce matin, vous êtes tellement fataliste, Monsieur le Président. Non. Vous partez à un combat déjà perdu. Ouais. Honnêtement, franchement, je vous regarde dans les yeux, je vous le dis. On a l'impression que C'est toutes les l'impression que j'ai. Je ne suis pas fataliste. Ouais. Je vous décris la réalité telle qu'elle est. Telle qu'elle est exactement. Et non telle qu'elle devrait être. Telle qu'elle devrait être. Pour vous, toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection transparente. Absolument. Alors pourquoi vous avez tout de même décidé d'y J'y participer? vais parce que j'appartiens à un groupe. La singularité, même la plus positive, est parfois difficile à porter. Si nous sommes tous unanimes de ne pas y aller, le PDN décidera de ne pas y aller. Pourtant, on se rappelle, vous avez décidé tout seul, au sortir des élections législatives, de ne pas siéger. Oui. On attendait quand même une décision assez spéciale de vous, M. Lansana Kouyaté. Pardon, c'est différent. C'est différent parce que, d'abord, j'ai participé aux élections législatives en dépit de ce que je viens de vous dire comme imperfection sur les élections législatives. Alors, quand la fraude qu'on appréhendait s'est avérée massive, dénoncée par notamment le rapport très poignant de l'Union européenne, on a fait un débat autour de ça au sein du parti. Et la majorité a conclu qu'on ne devait pas siéger. D'ailleurs, c'était la position de toute l'opposition en réalité. Mais les autres, bon, je ne sais pas. On va revenir longuement là-dessus dans un instant. Lansana Kouyaté, notre invité ce matin, vous êtes très nombreux, évidemment, sur les réseaux sociaux à réagir et à poser des questions. On va y aller point par point. Allez-y, Monsieur Tamba. Nous allons, si vous permettez, revenir un tout petit peu en arrière. Ça fait beaucoup de temps que M. Kouyaté n'est pas en Guinée. Son parti, certes, continue ses activités. Ce temps passé là-bas en France, c'est une sorte de retraite finalement. À quoi ça a finalement servi? Ça a servi d'abord à exprimer ma liberté d'être où je veux être. Ouais. Vous savez. Même si ça en déplaise à d'autres. La politique, c'est sur le terrain, on gagne. La politique, c'est sur le terrain. Le terrain national ne se limite pas, n'est-ce pas, qu'au cercle ou à l'arc de cercle que constitue la Guinée. Les 245 857 km², la Guinée est plus grande que ça, vous savez, si on compte nos ambassades notamment, et si on compte la population qui se trouve à l'extérieur. Le PDN était beaucoup en retard sur l'implantation du parti à l'extérieur. On était plus en avance à l'intérieur. C'est un parti qui est vieux de 6 ans. À l'extérieur, que ce soit en France, en Allemagne, au Mozambique, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Belgique, partout où je suis allé, je ne me suis même pas contenté d'installer les bureaux fédéraux, mais on est allé jusqu'au bureau de section. C'est un travail ardu. Prenez Lille. Donc, c'est qu'à Lille, où il y a Lille en France, où il y a beaucoup de Guinéens, mais il n'y a presque pas de parti sur le terrain. Le PDN a déjà son parti là-bas, son bureau qui fonctionne à merveille. À Strasbourg, tout ce que je viens de vous dire là, je me suis rendu dans chacun de ces coins et recoins au service du PDN. Ce qui explique votre absence sur le terrain. Ce n'est pas uniquement cela. Ouais. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi ma liberté d'être là où je veux être. Même si ça déplaise à d'autres. Vous avez écouté certainement le ministre justement, de la Justice. Le ministre Cheikh Sako qui trouvait irresponsable de jeter de l'opprobre sur un accord acquis par toute l'opposition. Et le terme avait certainement été utilisé, irresponsable à votre encontre, parce que vous ne pouviez pas, d'après lui, être pendant tous ces moments en Europe et revenir dire que c'était un accord qui ne servirait pas à grand-chose. Écoutez, je crois que c'est manque de responsabilité de la part d'un ministre, le ministre Cheikh Sako, qui est médiateur en plus. C'est totalement irresponsable de sa part d'user et d'abuser des mots pour décrire une situation somme toute normale. Il y a eu des accords ici, précédents. En 2013, il y a eu des accords. On a signé combien d'accords du temps de Monseigneur Gomez? D'autres n'étaient pas là. Ceux qui étaient là assumaient, n'est-ce pas, la permanence. Et ici, je suis représenté. J'ai ouï dire qu'il affirme que mon représentant n'était pas là. François Bourouno a été présent tout le temps. L'accord a été signé en sa présence. Je crois qu'il doit savoir raison garder et ne pas tomber dans l'abus de langage. Et il n'a pas à donner de leçons.
Celui dont il est le ministre aujourd'hui a fait combien d'années à l'extérieur? Son parti était là. Il y a eu des négociations auxquelles il ne participait pas. Mais une fois que son parti est représenté, il endosse la chose. On va revenir J'ai pas sur ces accords-là. dénoncé l'accord. Ouais. J'ai sonné d'abord le premier tocsin en disant la façon dont on est en train de conduire cet accord, ces négociations. Le premier point discuté, pas de solution, passe au second point, au deuxième point. Le deuxième point discuté, pas de solution, passe au troisième, ainsi de suite. J'ai dit on est en train de jouer à saute-mouton. Et ça va nous rattraper. C'est l'avis que j'ai fait, ce n'était pas contre la négociation, contre l'accord. Et quand ça n'a pas été le cas, on est resté en suspens plusieurs jours, je dirais plusieurs semaines. La communauté internationale est venue avec force. Chambas n'a pas pris son chapeau de représentant pour l'Afrique de l'Ouest. Et quand il est arrivé, alors la solution, tout ce qui avait été fait l'objet de blocage, miraculeusement, on a trouvé les solutions. Mais le temps consommé était déjà trop grand. En clair, le parti au pouvoir jouait avec le temps, selon vous? Je constate qu'il joue ou pas, l'effet est que un temps a été consommé et ça n'a pas pu permettre, n'est-ce pas, très prudent en même temps. Non, c'est pas de la prudence, sois sûr. Je dis toujours Monsieur ce le Président, parce qu'on nous a dit un petit peu, parce que ce qui risquerait de se faire exactement, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a plus de 400 questions aujourd'hui en ce qui concerne les auditeurs. Laissez-moi placer ça, s'il vous plaît, on va revenir là-dessus, parce que on a vu Monsieur Kassory, ici, qui est passé dans ce studio. Vous étiez ensemble en 2010, vous avez accompagné le professeur Alpha Condé pour qu'il soit aujourd'hui du côté de Sékou Touria. Moi, je le dis, quand vous n'étiez pas là, que je salue à votre courage, parce que vous êtes, en tout cas à mon sens, le seul président, en tout cas pour l'instant, qui n'a pas bougé en ce qui concerne la ligne. Finalement, on nous apprend aussi qu'il y a un moment, il y a eu des approches. Kassory vous a approché pour être ministre d'État. Si je devais perdre mon courage, j'allais accepter en ce moment. Je ne l'ai pas fait. Ça a été fait ou pas? Il vous a approché? Oui, bien sûr. Ah ben voilà. Bien sûr que oui. Bien, allez-y Moussa Moui. Toujours donc courtisé par le professeur Alpha Condé. Bon, courtiser, c'est vous qui utilisez l'expression. Je ne sais pas si la princesse est aussi courtisable, je ne sais rien. Mais toujours est-il qu'il m'a été demandé, ce n'est même pas la première fois, j'avoue. Mais j'ai dit non. Très bien. J'ai mes convictions. Et tout ce que vous dites que vous me sentez mesuré, non. Je ne suis pas mesuré là. J'exprime la pulsion réelle. Les grandes dans gueules. La sérénité, mais dans la détermination. Mais vous savez, chez nous, c'est très facile. Hein. Question à 10 points. Sidia Touré était dans ce studio. Moussa Moïse a posé une question. S'il y avait, s'il y a deuxième tour, parce que ce qui se trame un petit peu, en tout cas du côté de RPG Arc-en-Ciel, on dit un coup KO. Si demain, Alpha Condé se trouvait deuxième tour face à Sidia ou à Cellou Dalein, est-ce que vous allez refaire ce que vous avez fait en 2010? Avec la pression de la communauté mandingue. Écoutez, non, d'abord, sans langue de bois. D'abord, un coup KO, ça vous paraît réaliste ça? Alors, je ne sais pas. C'est le slogan de leur campagne. Voilà. Tout ça là, c'est des fantasmes. Vous allez faire quoi exactement? Si demain, il y a Alpha et un autre? Il y a un deuxième tour. Entre qui et qui? Je ne sais pas, entre Alpha, Sidia ou Cellou. Vous êtes entre vous et moi alors. Voilà, oui. Voilà. Si c'est Alpha et moi, je vote pour moi. Bien sûr. Si c'est Alpha et autre. Si c'est Alpha et un autre, je ne ferai pas la même erreur deux fois. En clair, je ne voterai plus pour lui. Bien. Vous le comprenez? Oui, on a bien compris. Les grandes gueules. Monsieur Kouyaté, qu'est-ce que vous avez à proposer au peuple de Guinée? Pourquoi est-ce qu'on doit vous accorder, pourquoi est-ce que le peuple doit vous accorder son suffrage? Chaque candidat dira, j'ai le meilleur programme, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, c'est les propos de campagne. Premièrement, j'ai assumé les fonctions d'État dans des conditions qu'on connaît. J'ai un bilan, moi. Je ne veux pas rentrer dans le détail au risque d'apparaître comme égotique. Mais la Guinée a des problèmes. Ces problèmes sont identifiés par vous tous. Est-ce que la misère a une fois dépassé ce niveau-là? Je vous demande. Moi, j'écoute ce que le peuple dit. La misère n'a jamais atteint ce point.
je vous regarde je vois par vos regards compassés. Que sera donc la priorité de votre gouvernance? Oui. Vous m'avez posé une question. Oui, allez-y. Moi, il dit ce que je dirais au peuple. Alors, cette pauvreté-là n'est pas une fatalité. Dans le rapport mondial sur la proportion des potentialités par rapport à la superficie, donc ce n'est qu'une proportion, la Guinée se situe au 7e rang mondial. Hein. C'est-à-dire la densité de notre richesse par rapport à notre petite superficie. Vous n'allez pas dire qu'en 5 ans, le professeur Alpha Condé n'a rien fait? Il n'a rien fait. Nous, en tout cas, il y a une preuve aujourd'hui, parce qu'il y a le courant, il y a Kaleta. Écoutez, Kaleta, je peux vous en parler. C'est un projet qui a commencé bien avant, même avant que moi je ne sois à la primature. Je peux rentrer dans le menu détail de Kaleta. Mais c'est ce qu'on veut savoir, justement, dans le menu détail. C'est important. Lorsque moi je suis venu, j'ai trouvé déjà que le projet existait. Et le débat, au moment où je suis arrivé, c'était entre orienter le financement de Kaleta à l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie, où déjà la première réunion des bailleurs, la deuxième réunion des bailleurs s'était tenue. La troisième, on l'a tenue ici à, comment ça s'appelle, l'hôtel de l'Unité, l'hôtel Rivera, au Palais du Peuple. Je suis parti moi-même pour l'ouverture de cette séance. À l'époque, la sous-région, enfin, je veux dire les pays membres de cette organisation, à juste titre, disaient, faisons ensemble, on va faire une plus grande capacité. Et ce qui en ressortira, la Guinée revendra aux autres pays en plus, ce qui est en surplus de ses besoins. Deuxième orientation, c'était les Chinois qui avaient été condamnés. Mais il y a des vices cachés. Lorsque, en Conseil des ministres, on m'a expliqué que, en fait, ce que les Chinois prévoient, c'est 2 retenues d'eau, mais une petite et une pas grande, une moyenne. J'ai dit c'est inacceptable. La Guinée a trop peiné pour que nous jouons à ce petit jeu. Vous voulez nous faire comprendre que après les élections présidentielles, on va retomber encore dans le même circuit. Parce que c'est même au niveau actuel, je peux vous en dire plus sur le passé. C'est pas la peine de nous limiter, d'aller jusque-là. Mais même à l'heure actuelle, ce projet a été prévu sur combien de temps la réalisation? Demandez à EDG, donc avoir le courage de vous dire. 59 mois. 35e mois. Élection présidentielle. Pression. Ah, il faut inaugurer. Kaleta est en danger. Je vous le dis tout de suite. Bien. Parce que ça a été inauguré prématurément et on va avoir, on va avoir des effets pervers, des retournements de manivelle qui vont nous faire mal. Et au-delà de tout, la connexion Kaleta, Garafiri, et sans compter le fait que près de 600 pylônes de haute tension. Je suis en train de vous parler de 1000 et quelques volts au-dessus de nos toits. Il n'y a pas de prise de terre. Il n'y a de prise de terre sur aucun de ces poteaux. Monsieur le Président, parce qu'on a évoqué avec le secteur énergétique, c'est bien. Pendant ce temps, vous étiez là, vous avez dit que ce projet a commencé quand vous étiez aux affaires. Oui. Finalement, à la fin du compte, il n'y a pas eu de suite. On a vu un petit peu tout ce que vous avez fait sur l'autoroute. En tout cas, si on me parle énergie aujourd'hui, je dirais oui, Lansana Kouyaté, à un moment donné, il a mis en tout cas les panneaux solaires et tout ça. Et bien, les lampadaires, la question qui est devenue aujourd'hui, c'est pas que d'abord... touchons la plaie, c'est important. C'est pas que les panneaux solaires, oui. Premièrement, c'était une tentative qu'une société américaine avait eu avant mon arrivée. Ils étaient bloqués de tout. C'est à votre temps que ça s'est fait. Oui, parfaitement. Alors, si on fait replay, on fait le bilan un petit peu dans ce secteur-là. Qu'est-ce que vous avez à présenter? Je suis arrivé, j'ai trouvé que la société était bloquée. J'ai demandé au ministre de l'Énergie d'appeler, n'est-ce pas, ce monsieur, le directeur de la société, qui est venu ici. Il est venu par un vol spécial. Et c'était parce que j'ai toujours pensé que c'était absurde pour les pays africains de continuer, n'est-ce pas, les énergies avec les énergies fossiles. Et même l'eau, en réalité, on pense que c'est à perpétuité. Non. Est-ce que c'est un aveu ce matin à dire on m'a induit en erreur? Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire que j'ai pris la bonne décision en acceptant qu'on les mette. Ça a été mis. Tout ce qui est venu après, parce que c'est là le problème, je peux vous citer un cas. Ces poteaux auraient dû être entretenus
un accord d'entretien devrait être signé, nettoyer simplement, n'est-ce pas, les panneaux. On n'était pas encore au niveau des LED tels que vous les avez aujourd'hui. J'ai dit, il faut commencer quelque part. Et j'ai posé la question, s'il y a évolution, est-ce qu'on peut changer les ampoules, par exemple, sans changer de poteau? Les fournisseurs ont dit oui. Et c'était sur ça que je comptais. Mais c'était éclairé. Mais s'il n'y a pas, demandez à la société qui l'a mise. Pourquoi ça n'a pas continué? Parce que ils n'ont jamais ils n'ont jamais, après moi, tant que j'étais là, ça marchait. Après moi, si on n'entretient pas. Toujours dans le même secteur. Oui, toujours dans le même secteur, mais votre bilan dans le secteur énergétique est jugé par certains pas très reluisant. On se souvient, par exemple, de certaines de vos déclarations lors d'une de vos visites dans une université de la place. Certains vous reprochent d'avoir fait des promesses que vous n'avez pas tenues. Vous auriez dit lors de cette visite que vous alliez donner le courant au pays d'ici à 3 mois. Au bout de 3 mois, la montagne, finalement, n'a accouché que d'une souris. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais dit que je vais donner le courant au bout de 3 mois. Je vous dis d'abord que avant de venir à la diplomatie, j'ai servi à l'Office de la coordination financière de l'industrie, dont la Société nationale d'électricité relevait. Donc ce sont des problèmes que je connais. Les problèmes sont si denses. La crise guinéenne a commencé, la crise d'électricité a commencé en 72, savez-vous. Il y a un problème de production, à l'évidence, un problème de transport, un problème de distribution, un problème de gestion. On a essayé toutes les méthodes ici. Entreprise d'État, c'était la SNE. Entreprise mixte, Hydro-Québec est venue à un moment donné. Ça n'a pas marché. Toutes les formules ont été essayées, ça n'a pas marché. Alors, vous n'avez pas confiance en la solution, en tout cas, qui est en expérimentation, Veolia? Écoutez, je ne préjuge pas. Veolia, il y a des entreprises très performantes dans un pays, dans d'autres pays, qui sont arrivées ici, qui ont échoué. Regardons-nous, faisons l'introspection et voyons qu'est-ce qui nous pose problème. Ceux qui viennent, les entrepreneurs, agissent à la tête du client. Quand ils viennent, ceux qui peuvent réussir ailleurs, ils viennent ici, ils échouent, littéralement. Donc, ce n'est pas... Il a fait cet aveu quand même, le Coran Alpha. Il a fait beaucoup d'aveux. Il a fait beaucoup d'aveux. Il a reconnu qu'il ne peut pas redresser le pays et qu'il faut attendre d'autres générations. Vous avez dit tout de suite que Kaleta est en danger. Juste cette question. Vous avez dit que Kaleta est en danger. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui guette? Qu'est-ce qui guette comme danger ce projet? Il y a d'abord eu un mémorandum. À l'heure actuelle, il y a un mémorandum des experts demandant qu'on fasse une pause dans le fonctionnement de Kaleta pour corriger ce qui a été prématurément mis en marche. Mais, face à une échéance électorale, on ne s'accommode pas de ça. Et plus ça continue, plus le cas de Kaleta sera grave. Voilà la réalité. Bien. Je le dis aujourd'hui, demain vous le mesurerez. Monsieur Lansana Kouyaté, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Madame Yoruba. À écouter Monsieur Kouyaté, on a l'impression qu'arrivé au pouvoir, vous pourrez changer la donne. Vous dites que la misère n'a jamais atteint ce point. Pourtant, il faut le dire, un bilan n'est jamais tout à fait noir. Mais à voir la façon dont l'opposition évolue ces derniers temps, avec les bisbis qu'il y a au sein de l'opposition, est-ce qu'il faut espérer à une alternance en 2015? Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ne va pas passer haut les mains avec cette situation, surtout avec ce dernier accord qui a été signé? Je regrette franchement une part de naïveté de l'opposition. Et on ne peut pas, je l'ai toujours dit, entre un courageux et un peureux, choisissez le courageux. Mais entre un peureux et un hésitant, choisissez le peureux. Il faut avoir un chemin clair, bien défini, et s'y tenir. Mais à Paris, on a fait un communiqué très fort, vous le savez. Mais sur le terrain, quand on est arrivé ici, une simple visite à Sékou Touréa a suffi pour effacer tout ça. C'est le manque de rigueur. De conviction? Peut-être pas de conviction, en tout cas de rigueur dans l'application de ce qui est dit. Je ne veux jeter la pierre à personne. Nous sommes tous comptables de la situation. Mais, comme vous le dites, je regrette que l'opposition
ne soit pas capable de transcender ces différences. Vous savez, entre deux contradictions, on s'attaque à la principale. La principale, c'est ce pouvoir-là. Et après, entre nous, ça viendra. Les grandes Il gueules. n'est pas dit qu'on est monolithique. Tout le monde sait que demain, dans l'arène, se croiseront s'il y a Cellou, Kouyaté et d'autres. Mais pour l'instant, celui qui est là, qui obstrue la démocratie, qui, à l'évidence, crée des problèmes et ne cerne pas très bien les problèmes économiques. De toutes les façons, lui-même, il a confessé là-dessus. Il l'a dit publiquement, donc je ne l'accuse même pas, je le cite. Bien. On va évoluer avec d'autres secteurs à Bakadialo. Oui, on reste avec cette opposition pour parler surtout de cet accord. Vous avez dit tout à l'heure que, à votre point de vue, le processus électoral est mal engagé, est en mal préparation. Alors, dites-nous aujourd'hui, en tout cas, sur les 3 points qui ont permis donc d'aboutir à cet accord, le fichier électoral, la CENI et la recomposition des conseils communaux. Est-ce qu'à date, vous pensez que tous ces points vont être mis en œuvre pour permettre donc la tenue de ce scrutin le 11 octobre? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas parce que à 35 jours, comme je le dis, la liste électorale définitive n'est pas affichée. Ça, c'est le fichier électoral. Ce n'est pas aseptisé, donc personne n'en sait absolument rien. À 38 jours. 30. On a encore le temps. Ne cherchez pas l'absolu de une trentaine de jours. Une trentaine de jours. Voilà. Donc, ce fichier électoral, on ne sait pas. Jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas. Pourtant, l'enrôlement a été fait et les affectations au bureau de vote ont été déjà faites à l'intérieur. Ça ne devrait se faire qu'après l'affichage de la liste électorale. Ça n'a pas été fait. Le deuxième point concernant la CENI, vous savez bien que c'est un toilettage cosmétique parce que ce n'est pas ce qu'on demande. La refondation totale de la CENI. La CENI, moi, quand je suis arrivé en 2007, justement, l'accord entre les syndicats, la société civile et le gouvernement avait abouti à la décision de créer une CENI. C'est moi qui ai installé la première CENI. Parce que j'ai trouvé blocage du côté des partis politiques. Ouais. Et j'ai tout fait et on est sorti avec une CENI. C'était avec l'intention affichée d'aller très rapidement aux élections législatives parce que le mandat de l'Assemblée nationale avait amplement expiré, ce qui les mettait dans une certaine illégitimité. Donc, j'ai tout fait, mais malheureusement, il y a eu encore des blocages. Aujourd'hui, la CENI n'est pas reformée. Ça ne l'est pas du tout. Pourtant, vous avez accepté de remplacer les 2 commissaires qui étaient décédés. Attendez, je n'ai pas fini. Oui. Je dis ça, c'est le minimum. C'est 2 commissaires décédés qu'on remplace, alors que tout le monde a crié, n'est-ce pas, à l'incompétence de cette CENI. Tout le monde l'a dit. Même pourtant, vous en êtes contenté. Même la communauté, écoutez, les Guinéens partent très souvent, surtout l'élite guinéenne, dans le domaine politique principalement, et même dans d'autres domaines, n'a pas le souffle. Il faut avoir du souffle. Ouais. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Souvent, ce souffle-là manque. Alors, pas d'affichage des listes électorales. CENI reformette. Les conseils communaux? Les conseils communaux, quand est-ce que ça bloque toujours. Ça bloque. J'arrive pas à comprendre. Quand vous dites que dans votre milieu, il n'y a pas assez de souffle, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amateurs. On n'a pas de conviction. Je n'irai pas jusqu'à ce point. Je dirais que... Monsieur le Président. Apparemment, c'est une opposition qui n'est pas ambitieuse. Oui, vous n'allez pas me transformer en grande gueule. Alors là, pas du tout, Monsieur le Président. Non, on a l'impression... Je vous dis simplement que, honnêtement, quand je dis qu'on n'a pas de souffle, c'est dans beaucoup de domaines. La Guinée avait pris de l'avance dans beaucoup de domaines. Prenons le football. Non, mais on parle politique, là. Attendez, je suis en train de vous situer une plaie de la Guinée. Et le politique appartient à ça. Pourquoi on n'a pas continué à être au top? C'est simplement parce que le courage de savoir, au moment même où les performances étaient enregistrées, on n'a pas mis les structures en place. Qui pouvait penser que la Côte d'Ivoire allait un jour inquiéter? Pensez-vous franchement qu'il y a la sincérité en politique, Monsieur le Président?
je crois Franchement. que je suis naïf, Ouais. mais je crois que la politique n'est pas ignoble. Ouais. Mais vous savez, l'homme est terrible. L'homme a créé des institutions. Finalement, s'il y a un Pardon. point sur lequel vous êtes d'accord avec le président Alpha Condé, Monsieur Lamine. oui, je veux bien. Vous voulez- C'est quand il dit que ses opposants, ce sont des amateurs, ce sont des apprentis. Je parle de la classe politique Oui. au total, Oui. y compris la mouvance. Si mais si il vous a ne voulez parlé pas de les citer. souffle. Il a Je parlé de parle de souffle. C'est-à-dire que quand tu commences quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. On bâcle tout ici. Vous le savez mieux que moi. À cette allure, le cas de la Guinée, est-ce qu'il fallait continuer dans les manifestations politiques ou bien quel choix avait l'opposition? Quel autre choix avait l'opposition alors? On a l'impression que Ramener l'opposition a le manqué de pouvoir à la stratégie. changer. C'était de continuer les manifestations pacifiques. C'est un droit qu'on a. Alors, Allez-y, Moussa. Allez-y, Qui Samba. le voilà, crée? alors- Chercher la cause. Monsieur le Quand Président. les gens sortent, on tire sur eux. Après, on dit, c'est les manifestants qui font ceci ou cela. Monsieur le Président, deux petites questions. Ouais. Vous n'êtes pas assez d'accord avec les éléments de l'accord du 20 août dernier. On vous entend notamment parler de l'impossibilité de la mise en œuvre de l'entièreté du contenu de cet accord-là. Mais dites-moi, quelle chance donne-t-on finalement à la paix? Il y a quel espoir finalement que l'après-élection puisse être apaisée si au départ les éléments même de l'élection ne sont pas acceptés? Je voudrais répondre en disant que je n'ai jamais été contre les négociations. Non, je ne dis pas ça. Je n'ai jamais été contre un accord qui serait issu de discussions sérieuses et à temps, je dis bien à temps, sortir cet accord. Mais je me suis dit, tel que j'ai vu la pédagogie de conduite de ces négociations, on allait d'un point à l'autre sans jamais rien résoudre. On a perdu du temps. Arrivé près de l'échéance, on accepte ce qu'on n'avait pas accepté. Vous voyez? Et donc ce temps qui manque nous pose problème aujourd'hui parce que je ne vois pas cet accord. Si encore on avait dit, bon, écoutez, soyons réalistes, acceptons tel quel. Au départ, la pression peut-être du temps n'allait pas être là. Mais aujourd'hui, la pression du temps est, et je ne pense pas qu'on soit à même d'appliquer cet accord comme il faut. Surtout que dans la pratique, l'accord est une chose, mais la pratique citoyenne, la pratique décente d'un État responsable pour rendre une élection crédible en dehors de tout accord, cette pratique n'existe pas parce que je vous ai cité des cas réels, n'est-ce pas, de fraude déjà préparée. Bien. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Monsieur le ministre... Demandez à Dixine, allez à Dixine, vous trouverez qu'il y a 35 bureaux fictifs. Alors, Monsieur le Président, dans notre pays, on parle de plus en plus de réconciliation nationale. Quel constat faites-vous de notre tissu social déchiré? Voilà. Maintenant, le chef de l'État a lui-même mis en place une commission provisoire, un travail de fond, nous dit-on, en train d'être fait, en rencontrant les bourreaux, mais en même temps aussi les victimes, la société civile, toutes les composantes nationales. Quel constat vous en faites, puisque notre pays a quand même été émaillé par plusieurs violences, surtout dans la région forestière? Écoutez, réconciliation nationale, j'en ai entendu trop à travers ce continent. Les réconciliations nationales qui réussissent, ce sont les réconciliations qui vont jusqu'à regarder le passé, ne pas avoir peur du passé, évoquer les sujets qui fâchent pour pouvoir les exorciser. La faute à qui finalement? Pardon, c'est un grand homme, probablement que le professeur Alpha connaît d'ailleurs, parce qu'il s'agit de Che Guevara, c'est la même pensée, disait que le plus court chemin pour l'avenir passe par le passé. Les Guinéens sont assis, il y a une sorte de regard en chien de faïence, vous le savez. Exprimé ou non, la nation guinéenne n'existe pas. Une nation va au-delà d'une simple table ronde de réconciliation. Vous savez comment la nation française a été créée? La langue française, d'abord, on l'a imposée. La langue a joué un rôle et joue toujours un rôle hautement positif. Quand ce sont des sujets qu'il faut aborder. Évidemment. Ce n'est pas nous asseoir autour de la table. La réconciliation, on s'assoit, on parle et après ça revient. Prenez le régime qui est allé le plus loin dans cette réconciliation en imposant la commission vérité et réconciliation.
l'Afrique du Sud. Tout le monde a salué le courage. Et ils l'ont dit. Mais la ségrégation revient. Le régime Alpha Condé, M. Petit à petit, Kouyaté, ouais. a-t-il enfoncé le clou ou a posé des actes qu'on peut apprécier? Je ne connais pas d'acte qu'il a posé dans le domaine de la réconciliation, je suppose. Oui. Il n'a pas qu'enfoncé, il a enterré le clou. Un exemple? Un exemple. Pourquoi il y a tant de frénésie entre la classe politique et chacun est identifié à une ethnie? Tout de suite, je vous ai entendu dire que la pression, si je vais changer, sous la pression de Mandeng. De Mandeng, oui. Vous ne connaissez pas l'histoire de 2010. J'ai dit au Ça n'a pas été le cas en 2010? Non, pas Mais du tout. si, monsieur Ah le oui, président, mais vous l'avez dit ici. Oui, vous l'avez dit. Moi, j'ai dit que la pression Mandeng m'a amené à Il y a aller... la communauté, Ah oui, la justement à la base. S'il vous plaît, ne confondez pas. Il y a eu quand même... On aimerait être Expliquez-nous. éclairé. Et puis, Pour vous éclairer, Oui. en 2010, quand d'abord on était les derniers à venir à l'Arc-en-Ciel, vous le savez très bien. On n'a pas couru, hein. Ouais. Parce que mes appréhensions étaient là. D'abord, idéologiquement, je n'étais pas du même bord. Or, l'idéologie compte parce que c'est ce qui s'applique pour faire marcher un État. Alors, donc, quand la question s'est posée entre les deux tours, où aller, on a dû demander à nos militants. Ces militants, là où il y a peu, là où il y a prou, on a demandé à chaque côté. L'abbé fait partie. Je vais vous dire des choses qui vont vous surprendre. Nos fédérations de Pita, de Mali, de Dalaba, de l'abbé, l'abbé a dit non, l'abbé a dit ils suivent la décision du bureau exécutif, mais beaucoup de nos fédérations du Fouta ont dit d'aller chez Selou. La fédération de Sigiri apparaît. Je suis en train de vous évoquer là des choses intérieures au parti. La fédération de Sigiri, son vote, c'était d'aller chez Selou. Les autres fédérations du Fouta ont dit d'aller chez Alpha. J'espère que je ne me suis pas trompé tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Ils ont dit d'aller chez Alpha. Quand la fédération de Sigiri a dit d'aller chez Selou. Mais je voyais tout cela comme les traces du premier tour, qui a été un premier tour très difficile entre le PDN et le RPG, notamment à Sigiri. Donc ça a laissé des traces. Mais au total, près de 80% du scrutin, intérieur et extérieur, parce que l'extérieur aussi a voté, ouais. ils nous ont amenés à aller vers le professeur Alpha. Malgré cela d'ailleurs, je sais que c'est trop dire, mais malgré cela, j'ai dit, ok, les militants vous disent de partir à droite, vous devez aller à droite au lieu d'aller à gauche. Je dis, mais s'il y a des écueils à droite, des embûches, des trous où tous vous allez périr, ce n'est pas la faute des militants. C'est là où le leadership s'exprime. La responsabilité du leader s'exprime. J'ai dit à mon bureau exécutif, ce vote-là est bien. Peut-être qu'on va suivre, peut-être qu'on ne suivra pas. Si on ne doit pas suivre, je vous enverrai en mission. Pour aller expliquer à chaque fédération pourquoi leur décision n'a pas été suivie. Je dis, laissez-moi concevoir un plan de négociation, parce que c'est ce qui se fait partout dans le monde. La diplomatie. Entre les deux candidats qui restent. Ouais. Alors, j'ai conçu une sorte d'esquisse d'accord. L'un a accepté tout de suite, c'est le professeur Alpha. L'autre a dit qu'il ne pouvait plus faire d'accommodation, notamment dans la structure gouvernementale, parce qu'il aurait tout donné à son allié principal. Ouais. En la matière, celui qui te dit oui, même quand vous êtes appréhensif, même quand vous pensez que ça ne sera pas, ça a été très vite. Il n'y a jamais eu de pression hors parti. Attendez, je suis en train de vous expliquer maintenant l'insight de ce qui s'est passé. Donc, de ce côté-là, le professeur a dit oui, en faisant quelques petites retouches simplement. Et l'accord a été... Avant de signer, j'ai reçu l'autre candidat qui m'a dit qu'il ne peut plus faire de concessions et qu'il a tout cédé à son allié principal en politique. Et c'est là parfois où la clairvoyance doit prévaloir. Ceux qui croient que entre celui qui te dit oui et celui qui te dit non, qu'il faut choisir celui qui te dit non, se trompent et vous trompent. Aujourd'hui, je me sens en position de force
parce que j'ai été victime de trahison. Si j'allais de l'autre côté, quelle trahison allait être mise en place? Parce qu'il m'aura bien prévenu qu'il ne peut pas. Alors, c'est un peu comme le comportement du peuple. Un premier ministre d'un grand pays a été battu à des élections et on s'est retrouvé quelque part pour un séminaire. Au cours du déjeuner, il se plaignait que son candidat qui a gagné a menti au peuple. Et tout le monde a élaboré ça, que le peuple il ne pourra pas faire le programme qu'il a dit. J'ai dit, mais monsieur le Premier ministre, vous savez, le peuple n'est pas aussi naïf. Durant votre campagne, vous avez égrené ce que vous n'allez pas faire. La coordination. Au lieu d'égrener ce que vous allez faire. La coordination n'a jamais mis la pression. Je finirai ma pensée. Finalement, si vous ne faites que dire ce que vous ne ferez pas, le jour où les peuple la votera pour vous, vous leur enlevez le droit de protestation contre ces points. Le peuple n'est pas aussi Monsieur bête. le Président. Et ceux qui mentent, ils savent parfois qu'ils mentent. Monsieur le Président. Mais on les tient par ça. Ouais. La coordination mandingue, puisque cela vous habite. C'est pas que ça m'habite. J'ai envie de revenir là-dessus parce que je vous ai écouté dans ce studio il y a 2 ans. Je n'ai jamais dit que c'est la coordination mandingue qui m'a amené, cher. Je viens de vous expliquer là comment on est arrivé. La genèse. Vous avez oublié peut-être. Je sais, vous avez beaucoup à faire ici. Bon, on a tellement de sons aussi. Elle a quand même influé. Vous pouvez passer les sons et revoir. Je n'ai jamais dit que c'est la communauté mandingue qui m'a amené à choisir Alpha. Je ne l'ai jamais dit. Dans aucun discours. Je ne peux même pas le dire. Vous savez, il y a eu un moment où j'ai dit à la coordination mandingue, je dis, je vous en prie, sortez de chez moi. Eux, ils savent, moi, je le sais. Bien. Parce que j'ai des convictions. Alors, rapidement, une question pour... Toujours ça, dans le cadre du tissu social entamé. Je voudrais qu'on parle un peu du cas d'Addis, parce que récemment, on a l'impression que ça a un peu enfoncé le clou, notamment du côté de la Guinée forestière. D'abord, je voudrais savoir ce que vous pensez du cas d'Addis, sa venue en politique, le refus qu'il rejoigne le Bercail, et est-ce que cela a un peu plus entamé le tissu social en Guinée? Bien sûr, vous avez cité l'ébullition en forêt. Ça, c'est déjà une preuve. Mais je veux dire que cette question m'a été déjà posée lorsque j'étais à l'extérieur. J'ai dit que tant qu'il n'est pas jugé, condamné, il est censé être innocent. C'est la présomption d'innocence contre la présomption de culpabilité. Donc, j'ai dit, il peut, à ce stade, être candidat, il peut rentrer dans son pays, et si la justice l'inculpe, l'inculpation ne veut pas dire condamnation. Quand quelqu'un de ce niveau est inculpé, il dépend de lui de dire le temps de l'inculpation avant le jugement. Je me mets en marge de toute situation embarrassante qui peut être considérée comme une couverture. Ça, c'est son jugement personnel. Personne ne peut le lui imposer. Alors, mais quand il est condamné, alors c'est en ce moment que la condamnation s'applique avec son lot d'incompatibilité. Je l'ai dit. Pourquoi, d'ailleurs, un gouvernement qui doit chercher à ce que quelqu'un qui est suspecté d'être coupable, un gouvernement qui doit chercher à ceux qui viennent pour faire face à la justice, s'y oppose? Pourquoi? Donc, en clair, il y a la main noire du gouvernement guinéen. Écoutez, c'est un grand diplomate, vous savez très bien comment ça se passe un petit peu. Main noire ou main blanche, je veux dire que si Dadis avait un vol spécial à ce jour, ou ex-ante, avant le dépôt des candidatures, qui l'amenait à Conakry, l'avion n'allait pas atterrir. Vous le savez, je le sais. Vous le savez très bien. Moi, j'étais à Abidjan. J'ai quitté le 26, pardon. J'ai quitté Abidjan. J'ai entendu tout ce que vous avez entendu ici, que le capitaine Dadis vient et qu'il doit continuer. Avant d'être à l'aéroport, puisque j'avais envoyé les gens pour mon enregistrement, les autorités de l'aéroport m'ont informé parce que j'avais voulu venir avec tout mon matériel pour la convention. Donc j'ai envoyé les gens pour faire la pesée, etc. Et ils avaient rencontré, il fallait recomposer parce qu'il y a des bagages qui étaient lourds. Donc il fallait recomposer. C'est à ce titre que les autorités m'ont appelé pour me demander s'ils peuvent se permettre, n'est-ce pas, de
recomposer, redimensionner les bagages. Et c'est à la faveur de cette discussion qu'on m'a appris que le capitaine Dadis arrivait. Le salon avait été ouvert. Le salon présidentiel avait été ouvert. À un moment donné, le même qui m'avait téléphoné m'a dit « Ah, la sécurité a demandé que le salon soit fermé. » Je ne suis même pas sûr, je ne sais pas, mais je ne suis pas très sûr que la question qui se pose de l'insécurité de tout ça là soit vraie, parce qu'il n'a même pas quitté Accra. C'est là-bas, c'est quand l'avion était là-bas, Accra, Abidjan, c'est 45 minutes de vol. Quand on est un grand homme d'État comme vous, M. Kouyaté, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que se raconte dans ces moments-là? Parce que vous parlez, vous en savez beaucoup en ce qui concerne cette histoire de Dadis. Je n'en sais pas plus que vous. Le 28 septembre, il était chef d'État. Il n'était pas président de la République. Ça suppose une élection. Il était chef d'État, chef de la junte. Et il y a eu... Vous semblez occulter l'action de la communauté internationale aussi dans l'histoire de Dadis. Il n'y a pas que le régime Condé. On a l'impression aussi que la communauté internationale a sa part de responsabilité. Bien sûr que oui, sa part de responsabilité dans quoi? Oui, dans le non-retour de Dadis en Guinée. Son non-retour? Oui, son non-retour. Soyez sûr que si la CPI, qui est l'incarnation de la volonté des États, a été créée, et elle a 3 sources, n'est-ce pas, de saisine. Elle peut être saisie par les États, elle peut être saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et elle peut s'auto-saisir. Ce sont les 3. Alors, si ce corps, cette cour est représentative de la communauté internationale, la cour aurait souhaité faire la lumière sur la situation. Mais puisque le droit guinéen, les juges guinéens sont allés, ils l'ont entendu, alors je crois qu'il ne doit pas y avoir chevauchement en la matière. Bien. Ne mêlez pas la communauté internationale à ça. Voilà. Allez, lui c'est un diplomate. Monsieur le président de PEDN, monsieur Lansana Kouyaté avec nous jusqu'à 11h sur Radio Espace. On se marque une petite pause et puis on revient dans un instant avec vos questions évidemment. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 10 minutes sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.